Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'avais dit que je ne faisais plus de vidéos jusqu'à la fin de l'année et qu'on se retrouvait début janvier pour mon top 10 de mes meilleures lectures de 2025. Sauf que, il se trouve que ce mois-ci, j'ai un peu mal géré mon temps de lecture et qu'en plus il y a eu les fêtes de Noël, donc je n'ai pas vraiment lu pendant 3 jours, ce qui fait que je n'ai pas terminé ma pile à lire du mois de décembre. Et en plus de ça, lundi je commence la partie 2 du tome 2 des Archives de Rochard, donc il faut vraiment que demain, dimanche 28, j'ai terminé ma pile à lire. Donc je suis dans l'obligation de faire un 24 heures readathon pour terminer cette pile à lire. J'avais d'ailleurs dit que je n'en ferais plus parce que le format ne me convenait pas, mais me voilà de retour avec ce format. Donc dans ma pile à lire, j'ai l'Empire de l'Aube à terminer, donc il me reste à peu près 200 pages, c'est le tome 3 de la saga L'Empire du Vampire. Je trouve cette conclusion absolument épique, absolument géniale, mais une fois que je l'ai terminé, je vous ferai un avis sans spoil. C'est un beau bébé de 1200 pages, mais je trouve qu'il est absolument addictif. Ensuite, j'ai L'Outsider de Stephen King à terminer, donc je suis page 646 et il fait 805 pages, donc voilà, ça va se lire rapidement cette fin. Ensuite, j'ai commencé un livre qui n'est pas dans ma pile à lire. Oui, je vais me mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est Heated Revelry. Sur TikTok, ça a explosé ces dernières semaines puisque le livre a été adapté en série. Et en livre, c'est une saga donc de 6 livres. Heated Revelry, c'est le 2e tome. Je n'ai pas lu le premier, j'ai commencé direct par le 2e puisque dans la série, on suit principalement Shane et Ilya. Je crois qu'on voit aussi l'histoire des personnages du tome 1. C'est Scott et Kip. Je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas encore regardé la série. Et c'est une saga où on suit des joueurs de hockey gays. Et donc voilà, j'ai succombé à la hype, notamment parce que ma copine Ella a lu tous les livres et adore la série et du coup voilà, elle m'a convaincue. Et j'ai aussi vu Rémi de l'encre de la magie dévorer tous les tomes alors qu'il ne lit que de la SFFF. Donc voilà, j'ai succombé à la hype. J'ai lu je crois 140 pages et le livre fait 416 pages, donc pareil, j'aimerais le terminer dans cette vidéo. Et ensuite, le plus gros bébé que je dois terminer dans cette vidéo, c'est le tome 2 de la saga L'Antre des Louves, donc de Walden en anglais. Et là le tome 2 c'est The House with the Golden Door d'Elodie Harper, que je n'ai absolument pas commencé. Il fait 486 pages. Voilà. Voilà. Donc demain, dimanche 28, je dois avoir terminé toutes ces lectures. Comme ça, lundi, je peux commencer sereinement la partie 2 du tome 2 des Archives de Rochard avec Mélanie, puisqu'on se fait une LC à chaque fois sur les tomes de cette saga. Donc souhaitez-moi bon courage, je vais lire beaucoup sur ces 24 heures. J'ai terminé du coup les 200 pages qu'il me restait de L'Empire du Vampire. Au niveau du chrono, je suis à 18h09. Alors, j'ai pris une pause ce midi pour manger et j'avoue j'ai fait quelques pauses pendant ma lecture là, des 200 dernières pages parce que c'était riche en émotions. Mais une conclusion mais tellement épique. En fait je sais même pas quoi dire à part que l'univers est tellement riche et dense et tellement bien construit. Les personnages sont complexes et nuancés. Il y a tellement de retournements de situation, il y a plein de choses qu'on ne voit pas venir. Je trouve que du coup le livre est tellement... L'intrigue en fait, le livre est tellement bien construit. Et puis les scènes d'action, elles sont absolument incroyables. Elles sont tellement bien décrites qu'on les visualise dans nos têtes. Et vraiment, cette saga, je veux l'avoir adaptée en film. Je me dis que ça peut rendre quelque chose d'aussi bien que Le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, il faut que cette saga soit adaptée. Puis ouais, vraiment, les scènes de combat, elles sont tellement bien décrites. Je me dis, mais à l'écran, ce serait absolument incroyable. Donc voilà, je vous donne pas d'avis plus détaillé que ça parce que c'est un tome 3 et que je ne veux pas vous spoiler, mais je trouve que la fin est satisfaisante. Je trouve que tout a été hyper bien ficelé de A à Z et on ressort de cette lecture vraiment à bout de souffle, mais content d'avoir pu lire une saga aussi magistrale. Et pour vous donner quand même une petite idée de ce qui se passe dans cette saga, dans le tome 1, en fait, on découvre Gabriel de Leon et il a été capturé par des vampires puisque ça fait 27 ans qu'il y a eu la mort du jour et que les vampires, en fait, règnent et sèment la terreur sur le monde des humains. Et Gabriel de Leon, lui, c'est un saint d'argent, donc c'est une espèce de confrérie de demi-sang. Donc ils ont un père vampire et une mère humaine et ça leur confère forcément des habilités. Et les saints d'argent, leur but, c'est de protéger les humains et de se débarrasser des vampires. Et en fait, il y a une prophétie qui a annoncé que on pourrait se débarrasser des vampires et de la mort du jour grâce à un saint Graal. Et donc dans le début du tome 1, on sait que Gabriel a été emprisonné par les vampires et Jean-François, un vampire de la lignée des Chastins, va être dépêché pour consigner en fait toute la vie de Gabriel. Donc il va passer du temps dans cette cellule avec Gabriel à écouter les prémices de la vie de Gabriel de Leon jusqu'au Saint Graal et ce qui est arrivé au Saint Graal. Absolument magistral, masterpiece cette saga, vraiment lisez L'Empire du Vampire de J. Christophe, vous ne serez pas
déçue. Et maintenant que j'ai terminé l'Empire de l'Aube, je vais me lancer dans la fin de l'Outsider, donc il me reste pas grand chose. Je l'ai pris en audio, donc je crois qu'il doit me rester 1h30 peut-être. C'est ça, il me reste 1h39, donc je vais écouter ça et puis je viendrai vous donner mon avis final sur ce livre, pareil sans spoil, vous faire un petit résumé détaillé. Je vais me lancer maintenant, le chrono tourne et j'avoue, j'ai fait peut-être un peu trop de pause dans cette première partie de Readathon. Le chrono est à 16h10. J'ai terminé l'Outsider, donc je vais pouvoir vous faire mon avis final. Alors déjà, j'ai découvert que l'Outsider faisait partie d'une saga. Donc on a dans un premier temps la saga avec le premier tome Monsieur Mercedes, qui suit le détective Bill Hodges. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Et là, dans l'Outsider, on suit donc Holly Gibney, qui est l'acolyte de Bill Hodges. Donc l'histoire ici, elle commence à Flint City et le corps d'un garçon de 11 ans est retrouvé complètement mutilé. Et sur la scène de crime, on retrouve les empreintes de Terry Maitland, qui est un homme qui n'a jamais eu de soucis avec la police, qui est respecté dans la ville où il habite, il est enseignant, il s'occupe également de l'équipe de baseball des enfants, il a 2 petites filles, il est marié, bref, c'est un homme sans histoire. Donc quand tout le monde découvre qu'il est accusé de ce meurtre, c'est un peu l'hécatombe. D'autant plus que Terry, il affirme être innocent et dès le début du livre, on voit que y a des preuves qui montrent qu'il est potentiellement innocent et qu'il était à un autre endroit au moment où le meurtre a été commis. Donc l'histoire là, ça va être d'essayer de comprendre comment c'est possible que des empreintes de Terry Maitland soient sur la scène de crime, qu'il y ait des témoins oculaires, qu'il ait vu justement dans la ville au moment où le crime a été commis. Donc forcément, les enquêteurs sont complètement perdus, nous aussi. Et donc pendant la moitié du livre, il y a plein de questionnements autour de ça. Et quand on arrive à la moitié, je me suis dit, mais en fait, comment ça ? Il reste encore tout ça. Ça commence à être un petit peu long et il y a donc un retournement de situation, un personnage qui arrive dans l'intrigue, donc c'est Holly Gibney. Ça a redynamisé l'intrigue, mais pour autant je trouve que le livre est quand même trop long. La première partie méritait pas 400 pages. La deuxième partie est quand même bien prenante, mais pareil, je trouve qu'il y a aussi des longueurs. En fait, on voit très rapidement venir le twist que Stephen King va mettre dans l'histoire et personnellement, je pense que ce livre aurait pu avoir 200 pages en moins et l'impact aurait été beaucoup plus puissant et le rythme beaucoup plus effréné. C'est ce que j'aurais aimé, parce que vraiment moi des thrillers de 800 pages c'est pas mon truc. Je préfère avoir maximum 400 pages pour garder un rythme haletant. Après il n'en reste pas moins que j'ai été happée par l'intrigue, j'ai eu envie jusqu'au bout de continuer le livre et de connaître le dénouement. Heureusement que je l'ai écouté en audio parce que je pense qu'en papier ça m'aurait semblé un peu interminable. Je ne sais pas encore si je vais continuer cette saga, j'aime bien le personnage de Holly puisqu'il est atypique, mais de là à me farcir des tomes de 800 pages, je sais pas. Donc voilà, ça a été une bonne découverte, ça reste un 3,5 sur 5, donc voilà, c'est une bonne note, mais je sais pas, vraiment je sais pas si je vais continuer cette saga. Je pense que je me lancerai dans des livres de Stephen King qui sont mieux notés et potentiellement des one-shots, donc voilà. Une bonne découverte, mais je reste quand même un peu mitigée sur la longueur du livre. Et maintenant que j'ai terminé l'Outsider, je pense que je vais me lancer dans Heated Revelry. Comme j'ai lu 140 pages, je me dis autant le terminer. Et après, je me lancerai dans le tome 2 de L'Antre des Louves. Comme ça, hop, je conclus cette vidéo avec ce livre que je n'ai pas commencé. Et je pense que je viendrai vous faire un update quand je l'aurai terminé, parce que là, je crois que je suis à genre 38%. Donc je vais le terminer et je viendrai vous dire mon avis final sur ce livre et puis un petit résumé détaillé quand même. Voilà pour le plan ce soir. J'ai terminé Heated Revelry et le chrono est à 10h01. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause le chrono parce que là il est 00h30, donc je vais aller dormir et je vais garder du coup les 10 dernières heures pour lire mon dernier livre, parce que en fait là si je laisse le chrono tourner, il me restera 3 heures pour lire demain, parce que je vais pas juste dormir 2 ou 3 heures, enfin ça n'a pas de sens, j'ai pas envie de faire une quasi nuit blanche. Donc je vais mettre en pause le chrono et j'utiliserai ces dernières heures pour lire le tome 2 de L'Antre des Louves. Pour ce qui est de Heated Revelry, alors franchement je suis surprise de vous dire que j'ai apprécié cette lecture parce que j'aime pas le smut et ce livre c'est du smut à quasi tous les chapitres,
Donc vraiment, il faut le savoir en se lançant dans le livre, enfin dès le prologue, il y a du smut. En fait, on suit Shane et Ilya, et Ilya c'est un joueur russe qui a été drafted, je sais pas trop comment, enfin c'est quoi la traduction, il a été acheté par du coup l'équipe de Boston quand il avait 18-19 ans, donc en fait quand il est devenu joueur pro de hockey. Et on suit Shane qui lui a été drafted, acheté par l'équipe de Montréal. Pareil, une fois qu'il est devenu pro à 18-19 ans. Et en fait, Shane et il y a cette rivalité entre eux parce que déjà Boston et Montréal, il y a une énorme rivalité entre ces deux équipes. Voilà, il y a tout ce narratif, toute cette histoire qui a été créée autour des deux, comme quoi ces deux joueurs qui se détestent plus que tout. En réalité, on découvre en fait que dès leur rookie year, leur année en tant que débutant pro, il y a eu une espèce d'alchimie entre eux, une espèce d'attirance. Et à partir de là, il va y avoir une situationship. Je sais pas non plus comment traduire ça en français. En fait, c'est pas des sex friends, donc le mot vraiment c'est situationship. En gros, leur relation est pas claire, ils sont pas clairs avec leurs sentiments, ils sont pas clairs avec ce qu'ils ressentent, ils sont pas clairs avec leur sexualité. Et en même temps, ils sont pas amis, donc c'est pas des sex friends, c'est juste une situationship, ils couchent ensemble et ils savent pas trop ce qu'est leur relation. Et donc en fait, leur relation, on va la voir évoluer au fil des années parce que comme ils sont deux teams opposés qui jouent beaucoup l'une contre l'autre, ils vont se retrouver plusieurs fois dans l'année à Boston ou à Montréal et à chaque fois ils vont se voir, avoir des relations intimes, d'où le fait qu'il y ait énormément de smut. Et voilà, leur relation évolue jusqu'à évidemment développer des sentiments. Et vraiment, j'ai aimé voir leur relation évoluer, les voir eux s'ouvrir l'un à l'autre parce que pareil, il a pas une vie facile en Russie. Et pour Shane, le fait d'accepter qu'il est gay, et notamment quand on est dans des sports très masculins où il y a beaucoup d'homophobie. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé toute cette partie-là des histoires des deux personnages. Le personnage d'Ilya, je le trouve tellement drôle. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'humour dans le livre. Ilya est très 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 drôle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en série parce que j'ai vu quelques extraits sur TikTok et ça me faisait déjà rire, donc j'ai hâte de voir les épisodes. Et vraiment j'ai trop aimé la deuxième partie. J'ai surligné des passages que j'ai envoyés à ma copine Ella qui du coup a lu les livres et vu la série. Vraiment, j'avais mon petit cœur qui se serrait, je l'ai trouvé trop mignon. Donc voilà, malgré le fait que je déteste le smut dans les livres, ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette lecture et le développement de la relation des deux personnages. J'ai passé un bon moment, je pense que je lirai le tome 6 qui suit également Shane et Ilya, mais je pense que je m'arrêterai là. Je lirai ces deux tomes-là et ce sera très bien. Et j'ai hâte du coup de regarder la série. Donc là, je vais aller me coucher et demain, je vous reprends avec ma dernière lecture de ce vlog. Il me reste 150 pages et j'avoue que je suis grave déçue par cette lecture. En fait, là où l'histoire se termine dans le tome 1, je vais pas vous spoiler, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je m'attendais vraiment à autre chose pour la suite. Dans le tome 1, on découvre que Amara, avant, elle était pas une esclave, que son père était docteur, et à son décès, elle et sa mère se sont retrouvées sans le sou, et donc voilà, Amara a été vendue, et quand on la découvre, elle est dans le bordel de l'Antre des Louves, elle est esclave et prostituée, et en fait, on va découvrir tout au long de ce tome 1 son combat pour essayer de se sortir de cette situation. Et donc la façon dont le tome 1 se termine, je m'attendais à avoir encore un personnage qui manipule les gens comme il faut pour obtenir ce qu'elle désire. Et là en fait, déjà il se passe rien. Je m'ennuie à mourir depuis le début. Et vraiment, les choix que fait Amara, ça m'agace tellement. On sait très bien là que dans les 150 dernières pages, ça va lui retomber sur le coin du nez. Vraiment, je ne fais que souffler, je m'ennuie fortement. Et puis j'avais aussi beaucoup aimé tout le côté hyper vivant de Pompéi. On avait vraiment l'impression dans le tome 1 d'être plongé dans le Pompéi juste avant l'éruption du Vésuve. À un moment donné, on a un combat de gladiateurs, mais vraiment, je retrouve pas ce que j'ai aimé dans le tome 1. Donc à voir là les 150 dernières pages, mais j'avoue que là actuellement, j'ai même pas l'envie de lire le tome 3 et de connaître la conclusion de l'histoire. Il reste 26 minutes au chrono, mais je vais l'arrêter puisque je viens de terminer ma lecture de The Housewiffe de Golden Door. Ça reste une déception, comme je le disais dans mon update précédent. En fait, pendant une bonne partie de ce livre, il ne se passe pas grand chose. En disant ça, en fait, j'ai l'impression d'être un sans cœur, puisque en fait, on suit des femmes qui vivent des choses horribles, qui sont les victimes d'hommes qui ont plus de pouvoir et plus d'argent qu'elles. Et là, en fait, dans ce tome-ci, que ce soit Amara ou d'autres personnages, on voit que ce sont des femmes
extrêmement seuls. Et du coup, ça leur fait faire des choix qui, quand on lit le livre, paraissent complètement absurdes. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a sorti du récit, mais en même temps, leurs réactions sont complètement humaines. Donc dans un sens, les choix narratifs sont pertinents, mais en fait, ce sont toutes ces raisons qui font que j'ai eu du mal à accrocher à ce tome 2. En plus, il y a une histoire d'amour qui vraiment m'a laissé de marbre, donc ça m'a pas aidé non plus à rentrer dans l'histoire. Et du coup, les 150 dernières pages, effectivement, il se passe des choses, pour certaines qu'on voit venir clairement. La fin de ce tome 3 me donne envie de découvrir la suite et la conclusion en fait de l'histoire d'Amara. C'est pas une fin qui est particulièrement joyeuse, en même temps Amara n'a pas une vie joyeuse elle-même. Je vais pas en dire plus parce que sinon je spoil. C'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi à exprimer ce que j'ai ressenti en lisant cette lecture et ce que j'ai aimé et moins aimé. En parler en détail, ce serait spoiler. Je mets un 3 sur 5, mais la fin me donne quand même envie du coup de lire le tome 3 et de découvrir la fin de l'histoire d'Amara. Mon objectif était de terminer ma pile à lire du mois de décembre et c'est chose faite. Donc je vais pouvoir commencer demain les archives de Rochard, le tome 2 partie 2, le livre des radieux. J'ai trop hâte, vraiment j'avais adoré la partie 1, donc je suis trop contente de plonger dans cette partie 2. Et voilà pour ce 24 heures readathon, j'espère que ce petit vlog vous a plu et je vous retrouve début janvier avec mon top 10 de mes meilleures lectures de 2025.